Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les sources du droit. En l'occurrence, on peut décliner sur quatre sources fondamentales. Premièrement, il y a la loi. Deuxièmement, il y a la coutume. Ensuite, il y a de la jurisprudence. Et finalement, il y a la doctrine. En ce qui concerne la loi, c'est l'expression de la volonté générale d'après la déclaration de 1789. En fait, c'est tout simplement un ensemble de dispositions selon lesquelles la Constitution accorde de pouvoir législatif, bien entendu, d'émaner des différents textes et dispositions légales. Donc c'est ça en fait la loi d'une manière générale, ou la définition bien entendu de la loi d'une manière générale. On va mettre l'accent dans cette perspective sur deux sections fondamentales, à savoir la hiérarchie des lois et ensuite l'application de la loi. En ce qui concerne la hiérarchie des lois, tout État doit être doté de beaucoup de lois hiérarchisées, c'est-à-dire on trouvait au sommet de cette hiérarchie des lois, on trouvait la Constitution. La Constitution, c'est la suprématie, c'est un ensemble de réglementations, de règles juridiques qui visent la structure de l'État. En fait, il peut nous décliner sur la relation entre le souverain et puis leurs compatriotes et finalement, il peut nous mettre l'accent sur le travail des différents pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, finalement, le pouvoir judiciaire. Et puis on trouvait loi et règlement. Loi, il s'agit ici des propositions de loi, bien entendu c'est une utilité donnée au pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, pour émaner les différentes dispositions légales. Et puis les règlements, c'est une utilité donnée bien entendu au pouvoir exécutif d'une manière exceptionnelle pour émaner les différentes dispositions et règles générales en fait. En ce qui concerne le troisième axe, il s'agit des textes internationaux comme étant des sources célèbres du droit, parce qu'en l'occurrence on ne peut pas même parler de n'importe quelle réglementation nationale sans qu'on aborde, si vous voulez, les réglementations internationales. Par exemple, on ne peut pas, si vous voulez, faire développer une telle réglementation, la dite droit maritime, sans qu'on passe, sans qu'on inspire des différentes réglementations dans le droit de la mer. En fait, on peut dire que les textes internationaux restent le socle et la quintessence de toute évolution à l'égard, bien entendu, de notre réglementation nationale. Et finalement, on trouvait la loi musulmane qui est toujours universelle. Elle reste toujours une source fondamentale de nos droits en tant que État musulman. On peut trouver différentes inspirations dans différentes réglementations au sein du Coran, au sein de la Charia. On peut même tarder sur les différentes réglementations qui se situent au sein de l'État, comme par exemple les dahir, les lois organiques, puis les lois ordinaires, et finalement, en ce qui concerne les décisions purement administratives. Il s'agit des circulaires, il s'agit bien entendu des décrets, des actes administratifs en fait. Dans la deuxième section, on va mettre l'accent, si vous voulez, sur l'application de la loi. Quand on peut appliquer une telle réglementation. Bien entendu, quand on peut décliner sur les trois grands caractères d'une telle règle juridique. Bien entendu, après effectivement l'examen, donc l'initiative de la loi, il s'agit que pour le Parlement qui est le pouvoir législatif d'émaner des différentes propositions de loi. Et quant au Parlement exécutif qui est le département ministériel, ils peuvent à cet égard émaner des projets de loi. Et tous ces projets et ces propositions doivent être examinés auprès du Parlement qui est le pouvoir législatif. En premier lieu, on doit évoquer la Chambre des conseillers, puis la Chambre des représentants. Premièrement, il y a l'examen, c'est-à-dire il y a des débats, des questions, des réponses, on peut trouver des amendements, on peut apporter
à l'égard des dispositions ou des projets et même des propositions de loi, on peut ajouter quelques dispositions, quelques articles et on peut même exclure quelques articles. C'est ça l'examen d'une manière générale. Quand tout le monde est d'accord dans les deux chambres, on parlait ici du vote. Et quand il y a le vote, finalement, on parlait de la promulgation. Donc, il y a une signature. Donc, le texte, il sera définitif. Et puis, finalement, il doit être sorti du pouvoir législatif qui est le Parlement. Elle doit être finalement publié par le bulletin officiel. On peut dire à cet égard que le texte de la règle juridique doit être doté des 3 grands caractères, à savoir général, obligatoire et coercitif. Donc c'est ça d'une manière générale quand on peut appliquer une telle réglementation. Bien entendu, quand il doit passer par des différentes procédures, premièrement l'initiative, ensuite l'examen, puis le vote. Par conséquent, il y a la promulgation, finalement la publication auprès du bulletin officiel. Maintenant, on va mettre l'accent sur la disparition de la loi. Quand une loi doit être disparue, si elle est jugée très ancienne, n'est pas adéquate à l'égard, si vous voulez, de notre vie contemporaine, mais encore quand il s'agit, si vous voulez, d'une autre nouvelle loi qui doit abroger ou abolir cette nouvelle loi. Mais il faut toujours tracer des limites parce qu'on peut trouver 2 réglementations qui succèdent dans le temps. L'une, elle est ancienne et l'autre, elle est nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut appliquer? Est-ce qu'on peut appliquer la nouvelle ou l'ancien? Il y a toujours des limites, si vous voulez. Dans le contexte de la loi nouvelle, on trouvait une phase de transition. Après l'achèvement de cette phase, donc, on parlera de l'applicabilité de la norme, si vous voulez, nouvelle. Donc, c'est ça d'une manière générale, l'applicabilité de la loi. Et on doit adapter, si vous voulez, sur la territorialité des lois et l'universalité des lois ou la personnalité des lois. La territorialité des lois, il s'agit tout simplement que la norme doit être appliquée tout simplement au sein du territoire et non pas ailleurs. Comme par exemple le droit foncier, comme par exemple le droit commercial. Mais pourtant, quand on veut parler ou décliner sur l'universalité, même la personnalité des lois, on trouvait quelques réglementations qu'on peut les appliquer au sein du territoire et même ailleurs, comme par exemple notre droit pénal. C'est-à-dire notre droit pénal, elle supervise même les Américains qui résident à l'étranger. Dans le deuxième axe, si vous voulez, il s'agit de la coutume. La coutume, c'est quoi? C'est tout simplement un usage ou une habitude qui se répète au fil du temps et d'une notoire ancienne qu'on croit qu'elle est tenue, qu'elle est obligatoire et dotée d'une grande coercitivité. Donc c'est ça d'une manière générale la coutume. On doit mettre l'accent sur les 2 sections. La première section, la notion de la coutume et puis le rôle de la coutume. En ce qui concerne la notion de la coutume, comme avait abordé, si vous voulez, le professeur Guistin, la pratique est une manière d'agir, puis l'usage est une manière d'agir ancienne. Finalement, la coutume, la coutume est un usage auquel on se conforme, si vous voulez, parce qu'on est conscient qu'il est tenu, qu'il est doté d'une coercitivité, d'une obligation, bien entendu. On peut aborder à cet égard, si vous voulez, 2 éléments fondamentaux. Premièrement, l'élément matériel, ensuite l'élément psychologique. En ce qui concerne l'élément matériel, bien entendu, il s'agit ici d'un usage, d'une habitude qui se répète au fil du temps. Elle est notoire, très ancienne, vous voyez, elle se répète. Donc c'est ça, d'une manière générale, l'élément matériel. Et puis l'élément psychologique, c'est que on croit que la règle coutumière elle est dotée d'une coercitivité. Elle est finalement
obligatoire. Donc c'est ça d'une manière générale l'élément psychologique. Et finalement, en ce qui concerne la section deuxième ou la deuxième section, le rôle de la coutume. Bien entendu, nous avons dit autrefois que le droit, même la loi, a pour objectif d'organiser la vie humaine dans la société. C'est la même chose pour la coutume. La coutume, en fait, il a cette utilité d'organiser la vie humaine dans la société. Il peut même s'intervenir de combler toutes les lacunes abordées par les règles juridiques finalement. Donc en premier lieu, il organise la vie humaine dans la société et en deuxième lieu, finalement, il peut combler les lacunes de la règle juridique. Et même elle a été supervisée par notre réglementation, en l'occurrence comme de droit si vous voulez, commercial, et là supervisé que dans toutes les transactions commerciales, on peut, si vous voulez, aborder non seulement le droit, mais aussi les coutumes pour régler quelques contrats et ainsi de suite pour organiser finalement la vie dans le commerce. Il est même ajouté en troisième article que l'usage spéciaux prime les usages généraux, c'est-à-dire si nous avons deux coutumes, l'une est générale et l'autre est spéciale, donc le juge peut s'intervenir, si vous voulez, au cas d'un différend d'appliquer les usages et même les coutumes qui sont spéciales. Donc c'est ça en fait, il est toujours supervisé par la réglementation, par les règles juridiques, en particulier par le droit commercial à cet égard. Et puis, on va décliner sur le troisième axe, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, d'une manière générale, il s'agit tout simplement des décisions judiciaires. Il désigne effectivement l'ensemble des décisions judiciaires. C'est la source la plus célèbre de droit. Elle est aussi indirect. Donc les juges font référence à certains, si vous voulez, décisions et des actes judiciaires. On peut mettre l'accent ici sur deux sections. La jurisprudence source diffuse et dans la section 2, la jurisprudence source vive. En ce qui concerne, si vous voulez, la jurisprudence source diffuse, c'est que la jurisprudence à cet égard, c'est une source célèbre du droit et il éclaire finalement les règles juridiques inadéquates. Il peut même nous donner autant d'interprétations envers, si vous voulez, les règles juridiques. Donc les juges sont dans l'obligation d'être liés par les jurisprudences célèbres évoqués par leurs collègues présidents, c'est-à-dire par les magistrats qui sont dotés d'une grande et des connaissances, bien entendu, incontestées. En ce qui concerne la jurisprudence source vive, c'est que la jurisprudence, c'est l'expression de la loi, bien entendu, du droit. Donc, c'est la parole, en effet, de la loi vitale. Il rend, si vous voulez, effectivement, les règles juridiques vivantes parce qu'il les interprète, parce qu'il les clarifie, donc il donne une grande, si vous voulez, vivacité envers, si vous voulez, les règles juridiques, d'où le nom de source vive. Effectivement, c'est la grande fondatrice et créatrice du droit. C'est grâce à la jurisprudence on peut créer, on peut émaner des différents réglementation à cet égard. Donc les magistrats et les juges qui vont s'intervenir, ils doivent être dotés des grandes connaissances dans le côté judiciaire et même juridique, donc pour évoquer une telle autorité pour émaner des différentes décisions qui vont être finalement célèbres. Bien entendu, la jurisprudence a fait des règles juridiques, il fait de la mise à jour envers les règles juridiques, il leur donne, si vous voulez, une vie propice et fondamentale parce qu'il doit combler l'incompatibilité, les défaillances et même les lacunes de la règle juridique. Finalement, en ce qui concerne
le troisième chapitre ou le troisième axe, c'est la doctrine. La doctrine, il s'agit tout simplement, si vous voulez, d'un point de vue d'un célèbre écrivain, d'un point de vue, si vous voulez, d'une opinion à l'égard, si vous voulez, des enseignants, chercheurs, des professeurs universitaires dans le domaine du droit, effectivement et principalement, c'est l'interprétation du droit. Il clarifie, il donne, si vous voulez, des définitions, il donne autant d'éclaircissements envers, si vous voulez, les règles juridiques. Il est aussi la critique de la jurisprudence. Quand une telle décision judiciaire émanée par les pouvoirs judiciaires, donc la doctrine peut s'intervenir de critiquer, de donner autant d'interprétations envers cette jurisprudence. C'est aussi un outil de l'analyse juridique. Il analyse, si vous voulez, il donne une grande analyse envers les règles juridiques pour, si vous voulez, mettre en évidence leur compatibilité ou leur incompatibilité envers, si vous voulez, la réalité, envers notre vie contemporaine. C'est aussi le point de vue d'un célèbre chercheur, d'un célèbre écrivain, d'un célèbre enseignant, chercheur, d'un célèbre, en l'occurrence, professeur universitaire ou un praticien comme avocat, et ainsi de suite, qui exercera des différentes recherches dans le domaine juridique. Maintenant, on va mettre l'accent, si vous voulez, sur les deux sections, la doctrine reflet savant et la doctrine reflet influent. Ce qui concerne la première section, c'est la doctrine reflet savant. Il s'agit ici de deux éléments fondamentaux, à savoir la liberté et l'autorité. En ce qui concerne, c'est-à-dire que toute personne qui doit exercer la doctrine doit être dotée d'une grande liberté, d'une grande autonomie, en fait, pour bien appréhender, pour bien aborder une telle doctrine, une telle recherche. Non seulement elle éclairce et il donne autant d'éclaircissements, autant d'interprétations, mais ici il peut ne critiquer de la jurisprudence à cet égard. Donc il est fondamental d'être doté d'une grande autonomie, d'une grande liberté à l'égard des enseignants, chercheurs, d'une manière générale à toute personne qui exerce de la doctrine. L'autorité, c'est que il faut que le praticien de la doctrine doit être doté d'une grande autorité, c'est-à-dire finalement il doit être doté des connaissances qui sont incontestées, qui sont fondamentales. Il doit être bien entendu fait des recherches colossales dans cette perspective pour que la doctrine sera célèbre finalement. En ce qui concerne la doctrine reflet influent, donc à cet égard, on peut examiner la compatibilité de la règle juridique envers la réalité. C'est grâce à la doctrine qui peut nous déterminer est-ce que vraiment les règles juridiques est-ce qu'elles sont compatibles, oui ou non. Donc c'est grâce à la doctrine qui peut s'intervenir de donner autant d'éclaircissements bien entendu. Par conséquent, il rend la loi tangible, donc il donne une grande tangibilité, c'est-à-dire il doit rendre l'apparence à l'égard de la loi. Il rend la loi tangible. Et finalement, les enseignants, chercheurs et même les praticiens de la doctrine, elles doivent nous donner autant de clarifications, autant d'éclaircissements à l'égard, si vous voulez, des règles juridiques, et même il peut nous critiquer de la jurisprudence d'une manière générale. Donc merci à vous infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc merci une deuxième fois à vous. Donc on se rencontrera Inch'Allah à la séance prochaine.